J'irais dire à Etoudi, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette conclusion est du reste conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux, municipaux, ainsi de suite. C'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit le patron du conseil régional, que ce soit la ministre, et que ce soit tous ces youyous qui émanent par-ci, par-là, que ce soit les chefs que je vois et qui opinent du bonnet. Oui, il est notre candidat. Alors ceux qui ont peur, je dis bien que si ceux qui ont peur restent dans leur torpeur. Mais nous, comme dirait Victor Hugo dans Hernani, nous sommes une force qui va vers la victoire, qui va vers le succès, qui va vers l'assomption de la vision politique du président Paul Biya. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention and may God bless all of us. Anaba rentré bazouana puna bongo bazike sikolo yazu la mo bo kubi pinti yanke banjang banga su lot binga yi la na banjang na ne serait que ba va va miete yena vale le na ba va mbotok na bino lot rien banga bete bi sobola na banga lot ne vim. Donc, novembre, il y a considéré octobre, janvier, nous souffrons. C'est très grave. Donc, vraiment, nous sommes dessus. Mais d'abord, voter moto wangadana, Janaya, bien supporter à 100%. Il est découragé, ça ne donne pas. Moto no bote que ça, il veut dango bilunjong na walo. On est à l'aise. Mais le genre si vraiment, ça de soi. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes. Et merci à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis chez vous et dans les prochains jours, je reprends l'envol. Nous avons fait quelques heures sans se parler, d'autres obligations obligent. Je vous rappelle que je suis un commerçant, je suis un vendeur d'eau. Le que vous voyez là, il faut bien trouver des clients pour vendre en grande quantité et voir aussi comment nous allons nous installer quelque part en Afrique. Donc, nous avons ici tous les jours un pourcentage d'heures à vous concentrer, mais la plus grande partie du temps, c'est pour le combat au Cameroun, mais aussi voir comment nourrir la famille et répondre aussi à certaines des demandes qui viennent de vous autres, la famille la plus élargie. Parce qu'il y a le combat, il y a le business, il y a l'association, et il y a l'homme que vous sollicitez très souvent pour
partager ce que Dieu a bien voulu nous offrir aussi. Donc, commençant par le souffle de vie, la santé et la vie. Donc, ce que je peux avoir, pour moi, personnellement, je considère que cela ne m'appartient pas parce qu'il faut que je partage avec vous. Alors, pour que je partage avec vous, il faut que j'aille vendre, commercialiser ce que j'ai, l'eau, l'intelligence que Dieu a bien voulu nous doter, le savoir, aller aussi auprès des autres, apprendre pour venir partager avec vous. Donc, tout ça, il faut l'organisation, la discipline, le respect de l'autre. Pour mieux apprendre auprès des autres, il faut être soumis, il faut être discipliné, il faut être respectueux de l'autre. Donc, moi, je suis un éternel ignorant à la quête et la conquête du savoir. Donc, je suis aussi un éternel apprenant. Donc, pour cela, on ne s'est pas parlé depuis plusieurs jours. Et je reviens donc aujourd'hui vous le rappeler. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, mes chers amis, ce matin, je voudrais vous entretenir pendant quelques minutes concernant le sujet de l'heure, l'actualité qui nous vient de notre pays voisin, la Guinée équatoriale, concernant le bel homme que vous voyez là. Il s'appelle Balthazar, je vais me limiter sur son prénom, Balthazar, un compatriote qui a une famille, qui a des enfants, donc qui fait aujourd'hui la chronique, la une de publications dans les réseaux sociaux et même dans son pays, la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que pour une enquête interne à la Guinée équatoriale qui avait un lien avec beaucoup d'autres choses, de la gestion du département qu'il occupe, alors dans la fouille, on a retrouvé donc dans ces ordinateurs, les téléphones portables qui étaient comme ça en exploitation, plusieurs dizaines vidéos à caractère pornographique avec des personnes, c'est-à-dire des femmes, jeunes, moins jeunes, célibataires, mariés, you know, il y avait un peu de tout. Ici, loin de moi un jugement quelconque, vu des vidéos que nous avons nous-mêmes aussi pris le temps d'observer et de chercher à comprendre. Le but de cette publication n'est ni de condamner, ni d'apporter une quelconque observation, parce que ce que vous avez vu chez Balthazar, chez moi, Balthazar, c'est une fourmi. Par rapport à ce qui se passe, hein, comparativement à ce qui se passe dans mon propre pays, le Cameroun. Balthazar est une fourmi, est un caillou dans l'océan. Il ne représente rien, contrairement à ce qu'il y a dans notre pays, le Cameroun. J'ai voulu faire un petit passage là-dessus pour vous dire que nous allons commenter à l'avenir ces vidéos-là, le moment venu. Mais je voudrais retenir une chose ici, pour ce que j'ai observé, la plupart de ces femmes que nous avons vues dans ces vidéos sont consentantes. Parce qu'il n'y a pas de caméra cachée. Non. Ce n'est pas comme ici chez moi, où des caméras sont cachées et même quand elles ne sont pas visibles, je dis quand même à toutes les personnes, mes amis qui rentrent ici chez moi, qu'il n'y en a pas assez, que voilà, le chez moi est sous caméra pour ma sécurité, au vu de ce que je fais au quotidien. Et quand bien même je suis dans une chambre d'hôtel, si quelqu'un vient me rendre visite, même mes compatriotes qui viennent travailler avec moi, le savent. Je ne peux pas recevoir quelqu'un sans être sur le champ visuel d'une caméra. C'est pour mesure de sécurité. Nous n'allons pas mourir comme l'a été beaucoup de mes compatriotes, les Bépin Gota, Gilles Koumkoum, les Pius Ndiaoué, dont on vous raconte ce qui s'est passé. Il faut quand même qu'il y ait un troisième œil, après celui de Dieu, qui pourra éclairer toutes celles de ceux qui vont se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que chaque fois que tu es un homme public, tu as vite fait de te retrouver dans un endroit où on se posera la question, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce, dans ce salon, dans cette chambre? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'était à quel moment qu'il a servi? À quelle heure?
you know, et en dehors de ça aussi, quelqu'un pouvait avoir une relation bien consentante avec une personne et qui sortira de votre chambre pour aller dire demain que non, cette personne-là m'a abusé sexuellement. Ok, très bien. Vous êtes que 2. Okay. Vous êtes 4 dans cette chambre. Il y a Dieu, il y a les murs, il y a ton partenaire ou bien ta partenaire. Il va bien falloir que, you know, c'est ta parole contre la parole de l'autre. Non, nous étions consentants. Non, elle n'était pas consentante. Oui, non, moi je n'étais pas consentante. Non, moi je n'étais pas consentant. Vous entrez dans un rapport. Mais non, là, quand la personne sait que là, il y a une caméra qui est là, donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vous dire est sous l'œil d'une caméra. En ce moment-là, les experts peuvent prendre le temps d'en juger d'eux-mêmes. Alors là, moi, ça m'arrive chaque fois que je me déplace. Chaque fois. C'est pour ça que c'est toujours très, très important pour moi de voyager ou en avion, ou en train, ou, you know, parce que c'est toujours, il y a des caméras partout, même dans le train. Les gares, les aéroports. Parce que c'est d'abord pour ta sécurité et aussi pour la sécurité des autres. Et toujours avoir un reçu. Dans chaque chose que tu fais, ça c'est une astuce que beaucoup d'entre vous oublient. Dans chaque chose que tu achètes, l'heure est importante, le lieu est important. Filme ton ticket, même si le ticket se perd, garde-le dans ton portable. Parce que ça a libéré les gens de prison dans ce pays. Le ticket. Le ticket. Il y a un crime qui s'est passé quelque part. On a accusé quelqu'un qui était dans un stade en train de voir son match tranquillement. C'est le ticket de stade qui l'a sauvé. Le ticket est l'heure qui a sauvé le monsieur et les caméras. Vous comprenez? Donc c'est très important. Moi je suis un très grand consommateur de caméras. Là où je me trouve, dans ma chambre d'hôtel, il y a toujours une caméra. Chez moi, il y a toujours des caméras. Là où j'habite à l'entrée, il y a toujours des caméras. C'est très important. Alors, ça c'était en passant. Alors, pourquoi est-ce que je fais un petit passage dans les vidéos du compatriote que nous avons pris le temps de regarder? Il y en a trop de vidéos. Ce n'est pas par voyeurisme, mais il y a par curiosité de comprendre un certain nombre de choses. J'ai relevé 2 choses importantes. La première, c'est que toutes ces personnes-là, pour la plupart, étaient consentantes. Ils ne violent personne. Toutes ces personnes-là viennent le voir dans un endroit bien défini, ou c'est à l'hôtel, ou c'est dans un bureau, ou bien dans une maison. Mais ils mettent la caméra, tu regardes très bien la caméra, tu es content, d'autres font même le coucou à la caméra, d'autres regardent même, d'autres attendent qu'il installe la caméra avant de venir commencer leur activité. C'est vrai que ils ne sont pas trop dans les préliminaires, ce n'est pas peut-être trop son truc, c'est une question peut-être de timing. Donc, j'ai donc constaté ça, que les personnes sont consentantes pour la plupart, et d'autres, de l'autre côté, sont d'accord que ce soit filmé. Donc, de toutes les images que nous avons vues, il n'y a pas un forcing quelque part. Je regrette, par contre, une chose, c'est toutes ces personnes-là ne peuvent pas être en santé. Ça ne peut pas, ce n'est pas normal. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas être en santé. Donc, le fait de faire ces choses-là comme ça, sans se protéger, fait partie des choses qui ont attiré mon attention. Donc, nous allons donc prendre le temps prochainement, bon, pour les conséquences des femmes célibataires, des femmes mariées, des femmes, le désordre sexuel entre les parents, entre les proches, les femmes des gens qu'on connaît, les femmes des gens qui ne connaissent pas, les femmes des gens qu'ils connaissaient, ainsi de suite. Ça va se gérer entre eux là-bas. Et c'est pour cela que, en parlant tout à l'heure avec mes équipes avant de filmer, je disais, l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Un enfant dans cette société n'est l'enfant de personne. L'enfant est un enfant quand il est dans ton ventre. Et quand il sort, tout le monde peut l'élever. Mais c'est toujours très embêtant, même si on ne le dit pas, d'apprendre que tu as une femme, mais qui est allée faire l'enfant dehors, alors que vous êtes mariés. Tu apprends qu'elle a ramené une grossesse dehors. Mais c'est toujours intéressant de comprendre que tu as aimé une femme, tu l'as connue avec ses enfants, tu as adopté ses enfants.
vous avez fait d'autres enfants à la maison, ensemble. C'est pour cela qu'il sera important de faire le DNA de chaque enfant qui naît, pour qu'on sache au moins. Ça ne dérange pas d'élever des enfants que tu as ramenés hors mariage, que j'ai ramené hors mariage, mais des enfants que nous avons fait à la maison dont on n'est pas sûr, parce qu'au vu de ce que nous voyons, il y a des femmes mariées, des femmes de commandants, des femmes de militaires, des femmes de procureurs, des femmes de lambda, des femmes de sur tout le monde, des femmes célibataires, mariées, whatever, des femmes de membres même de la famille. Ça fait un peu de désordre, mais c'est un enseignement pour nous tous. C'est un enseignement, et cet enseignement-là, je vous l'apprends ici tous les jours, je vous le dis tous les jours, que parfois au Cameroun, les femmes s'en vont au travail, c'est pour aller être soumises aux diktats du patron, et ainsi de suite. Donc au Cameroun, c'est une autre paire de manches, parce que le Cameroun, c'est la fondation de ce que vous avez vu en Guinée équatoriale. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici, commencer à lancer des pierres sur Balthazar. Non, je ne peux pas me le permettre. Parce que chez moi, à la maison, c'est le Mamefeu. C'est le Wonderful Palabastori. Comme dirait mon ami, Wonderful Palabastori. Balthazar, c'est même pas un élève, c'est un apprenti. C'est un apprenti dans ce que nous avons vu pour le moment. Parce qu'au Cameroun, il y a les grands maîtres. Donc, je voudrais donc d'abord, balayer tous ces petits points-là que nous avons relevés. Le fait que tout le monde là est consentant d'être filmé, y compris même, il y a un autre volet, parce que vous avez vu Balthazar, il y a l'adjointe de Balthazar, qui est une autre fille. Celle que vous voyez en photo là, elle-même, ses photos aussi, c'est le Mamefeu, c'est-à-dire elle a créé sa fédération. C'est-à-dire, on avait les porta chez les Arabes, les Camerounaises et d'autres Africains qui partaient manger les caca là-bas à porta. Ici là, nous avons Urina Porta Mamefeu, Tika Mamefeu, du côté de mon frère et mon compatriote de la Guinée équatoriale. Urina Porta. Parce qu'il te demande, tu es toi-même volontaire, hein, d'aller boire des pipis. Il se tient debout. Là, à côté, il y a les toilettes. Il ne fait pas pipi dans les toilettes. Il prend un malin plaisir, il te dit, ouvre ta bouche là. Ok, puis il met le tuyau. Et tu vas voir ça tranquillement et tu repars. Vous êtes concentré dans un endroit, il n'y a pas, je ne l'ai pas vu avec un couteau, ni avec une arme. Si tu ne le fais pas, voici ce qui va t'arriver. Donc il faut bien comprendre. Là, ce sont les familles, les enquêtes, les interrogations qui vont se poser la question ou des questions sur ce qui est dans la tête de chacune et chacun à ce moment-là. Donc, j'ai voulu passer là très rapidement pour juste vous dire que ce monsieur-là est un stagiaire aux côtés des Camerounais. Alors, je vais donc te remémorer, toi la mémoire. Parce que quand c'est pour les autres, nous sortons les yeux, on porte la critique, chacun raconte ce qu'il a raconté, on dit tout. Alors que quand ça se passe chez nous à la maison, vous avez envie de voir vos enfants grandir. Chacun ferme sa bouche, personne ne dit rien. Ce que je vais vous dire ici maintenant n'est pas nouveau. Beaucoup d'entre vous, je l'ai dit ici, mais personne n'en parle parce que ça, vous avez envie de voir vos enfants grandir, n'est-ce pas? Je vais donc vous rappeler que Balthazar est l'arrière-petit-fils d'un monsieur au Cameroun qu'on appelait, dans ce domaine-là, qu'on appelait Martin Belinga Eboutou, n'est-ce pas? Vous avez connu Martin Belinga Eboutou. Souvenez-vous que Martin Belinga Eboutou, dans le même ordre d'idée, il y a eu des photos qui ont fuité, publiées, que j'en ai encore ici, hein, parce que j'ai été l'avocat à l'époque de ces enfants-là quand cela s'était passé. 2 fils de la République, autrement dit, une fille de la République et un fils de la République, un grand sportif que vous avez connu. Les photos ont, ce n'était pas la première. Cette fille-là n'était pas la première. Martin Belinga Eboutou était maître dans ses comportements avec, cette débauche, boulimie sexuelle comme ça, sauvage, désordonnée, avec les enfants, les femmes mariées, les femmes jeunes, célibataires, les jeunes garçons, comme des jeunes filles. Pour ceux qui ont la mémoire courte, souvenez-vous de cette affaire qui avait fait la chronique. Des photos de cette jeune fille-là qui ont fait la une des réseaux sociaux à l'époque. J'étais l'un de ceux-là qui défendaient ces enfants-là pour tout autre. C'est-à-dire que cette exposition-là me faisait mal aux yeux et aux oreilles. J'ai pris parole, mes vidéos sont là.
Pas aujourd'hui où certains font des choses en attendant quelque chose en retour. On rentrait dans le cadre de la moralité, de l'éthique, des comportements, du respect, de la vie privée, de la nudité de la femme qui n'a pas intérêt à se retrouver comme ça entre les mains de tout le monde. Tu peux avoir ton intimité, mais quand ça se retrouve comme ça parce que l'une des personnes a décidé de les publier, c'est un problème. On ne peut pas interdire à deux adultes qui s'aiment de se partager leur intimité, ça c'est une chose. Mais que l'intimité se retrouve, devient un moyen de chantage, d'exhibition, ou bien de menace, ou bien de rançon. Là, ça devient un problème. Alors, c'est arrivé avec Martin Belinga et Boutou. Vous avez connu ça ici, avec cette jeune compatriote. Moi, je les garde encore, ces photos. C'était avec un sportif de renom, que beaucoup aiment dans le côté sportif, y compris moi, que j'appréciais beaucoup à l'époque. Donc, ce n'est pas nouveau. Des images comme ça, il y en avait plusieurs, y compris même jusqu'ici aux États-Unis. Ce monsieur-là a fait beaucoup de désordres. Souvenez-vous de l'histoire de Gisèle Halima avec le même monsieur. Je parle là de Martin Belinga et Boutou. Souvenez-vous des mêmes images comme ça avec un prêtre à Nyanoa. Donc il avait abusé sexuellement, c'était son fantasme, filmé, parce qu'il fallait rassurer Alda Benjana qui avait demandé l'exécution de ce monsieur. Donc il y a eu double meurtre. C'est-à-dire, on a exécuté ce type-là, il a violé son corps, il est mort, ils ont filmé, ils se sont partagés des images avec Adalbenjana au Cameroun. Adalbenjana, c'est un monseigneur Adalbenjana. C'est lui-là qui était complice de l'assassinat de Madame Juliette Etoa. Donc, des comportements comme vous avez vu chez le compatriote à Batalza, au Cameroun, les grands maîtres sont à la présidence. Donc, l'un d'eux s'appelait Martin Belinga et Boutou. Je voulais seulement éclaircir ta mémoire. De l'autre côté, il y a encore quelques jours, je vous parlais sur ma page Facebook d'un événement qui s'est passé avec un responsable au Cameroun. Son nom, Zozame, qui a fait de la dépravation sexuelle un outil de chantage dans son lieu de travail. Nous allons faire une vidéo spéciale Zozame, de tout récemment, qui a abusé de l'un des conseillers économiques à la présidente de la République, à la personne de M. Ayam Mougé. Il a abusé sexuellement de sa fille. Ça a eu lieu à San Melima. Défoncé de façon barbare et violente et sauvage. Cette jeune fille qui a fait 2 semaines et demie sans venir au travail parce qu'elle était complètement bougie. Au nom de Emmanuela Olivia. Vous comprenez? Chaque fois que je parle ici, je parle avec des références, je parle avec des preuves, je parle avec des documents mis à ma disposition de par l'hôpital et de par certains intéressés eux-mêmes, quelquefois, ou alors de par nos enquêtes personnelles. Et cette jeune dame-là n'est pas seule. Il y a plusieurs d'entre elles qui sont passées par le même monsieur Zozame. Chantage à la fonction, chantage aux missions, chantage au salaire, chantage au recrutement, chantage à ci, chantage à ça. Beaucoup de femmes, y compris les femmes mariées, ont détruit, ce monsieur-là a détruit leur famille. On revient toujours dans le cadre de la santé de l'homme. J'invite donc toutes ces femmes-là, avant que je ne parle de cette émission dans les jours prochains, il faut aller consulter pour votre intérêt, celui de vos enfants. N'ayez pas honte, c'est pour votre santé. J'ai souvenir que l'un des frères, jeunes frères que je respecte beaucoup et que j'admire au travail, Sismondis Bichoka, a fait toute une chronique dénonçant une femme qui est allée le voir pour dénoncer le comportement de Zozame. Je ne vous ai pas entendu, vous, femmes camerounaises, relayer, sortir, se battre, dénoncer. Non, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes chez, Balthazar. Tout le monde veut aller voir ce qui se passe là-bas. Alors que vous êtes victime de, pas seulement, je ne suis pas, quand vous êtes consentant dans ces choses-là, ce n'est pas, là n'est pas mon problème. Mon problème est le point de vue de l'action publique. Parce que c'est le chantage. Parce qu'il faut se soumettre au chantage. Parce que tu veux évoluer dans ta compagnie. Parce que tu veux un poste.
Parce que l'argent, il faut automatiquement qu'on te soumette et qu'on t'impose des pratiques sexuelles dont tu n'es pas d'accord. Mais tu es obligé de les faire parce que sinon tu perds ton travail. Ou alors tu es insulté, tu es humilié. Il y en a d'autres qui ont tenu tête à la RT. On ne leur demande pas ça. Bien qu'on les renvoie souvent à des postes, mais elles ont dit, voilà, je suis une femme mariée, je préfère garder mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma santé. Je tiens à ma santé. Donc je ne veux pas admettre tes comportements de whatever là. Gardez ça pour toi. Il y a beaucoup qui ont décidé de ne pas céder à l'ART. C'est devenu, quelque chose de normal là-bas. Zozame va avec les garçons, va avec les filles. Nous allons revenir sur ce qui se passe là-bas comme anciens de l'église, dans leur église de l'autre côté. Nous allons y revenir. Beaucoup sont impliqués. Hein? Le procureur Ncham, il est impliqué. Je veux aller dans les détails le moment venu. Je vous fais là un petit résumé pour vous dire que ce qui se passe avec Balthazar, la fondation, on la trouve au Cameroun. Bien entendu, vous n'avez pas oublié les footballeuses et les footballeurs. La dame qui mouille. Vous vous rappelez que ça fait la une ici régulièrement. Voyez-vous? Donc ce n'est pas quelque chose, une chose nouvelle. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. La fondation, c'est au Cameroun. Mais on fait toujours semblant de banaliser, alors que ça a un traumatisme important dans l'avenir des enfants, dans nos comportements culturels, éducationnels et traditionnels, notamment nos valeurs. Je suis tout simplement en train de vous le rappeler. Souvenez-vous de ce que disait un prophète. Parce que quand je parle ici, c'est que je suis très courageux. Je m'expose pour pouvoir vous dire des choses qui se passent. Écoutons un peu ce que disait ce préfet et en s'adressant aux jeunes. Écoutez et regardez. We are tired in Meme division. The population have suffered. And enough is enough. Your papa, you beat him. Mommy, you beat him. The wife of your father, you fuck up. You back. I am tired. Bien, ça a l'air amusant, comme ça, le style, la façon dans laquelle il le dit. Il te dit, bon, vous ne respectez plus rien. Dans cette région qui est devenue instable, on couche avec n'importe qui, on a des relations avec n'importe qui, vous couchez avec les femmes n'importe comment, y compris même les femmes de vos papas. Mais ça rigole, on ne sait pas que c'est très grave, cette dépravation sexuelle qui a cours aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun. On a l'impression, quand je parle ici, on dirait non, voilà, le gars là, il est assis aux États-Unis, il raconte sa vie. Mais les conséquences sont graves tous les jours. Parce que, ça ne sort pas de terre, hein. C'est les comportements qui sont imposés par des membres du gouvernement et ceux-là qui ont autorité au niveau des jeunes. Souvenez-vous qu'il y a une journaliste, elle a une télévision. Vous vous rappelez que ces photos ont fuité comme ça, exposées à gauche et à droite, et c'est filmé, c'était en commun accord. On a parlé à un certain moment de Luc Paul Motazé sur ces photos-là, que j'ai encore avec moi. On a parlé de Luc Paul Motazé sur ces images. Mais il n'y a personne pour éduquer les jeunes. Parce que ceux qui sont appelés à éduquer les enfants sont ceux-là même qui sont consommateurs de ces comportements et de cette façon de faire. Souvenez-vous de ces images de cette jeune fille. Elle a 14 ou 13 ans qui parle là. Écoutez et regardez. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Bien, elle vous dit ce qu'elle fait avec son propre corps. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Je vous rappelle que j'ai reçu des images très choquantes sortant d'un portable d'une personnalité. Son nom, Mevamo Boudou. Avec des enfants de cet âge-là. Je vous ai déjà dit ici, quand je parle de quelque chose, j'accompagne des images que je garde. En cas de procès, je vais me défendre. Du portable de Mevamo Boudou. Mevamo Boudou, un ancêtre. C'est-à-dire, Jésus peut être son aîné de quelques heures. Un ancêtre avec les enfants, 13, 14 ans, les adolescentes. J'ai des images ici avec moi. Yes, sir. Donc, des dépravations sexuelles comme ça, la plupart des membres du gouvernement sont des professionnels de ces comportements. Vous avez des gens comme les Magloire, Séraphin Fouda.
Ben, ça, c'est son petit déjeuner. Le petit déjeuner, les garçons et les filles. Son petit déjeuner. J'ai déjà dit ici, en suppliant, que s'il vous plaît, quand je prononce un nom ici, rendez-nous service, portez plainte rapidement pour que ça nous soit un moyen d'éduquer les masses, en donnant plus de preuves à ceux qui nous suivent. Donc, ce que vous avez vu Balthazar faire, c'est, Balthazar, c'est une fourmi, c'est un stagiaire. Dans mon pays, le Cameroun, les professionnels, ils sont là-bas. Au Cameroun, il y a des images, tout un ordinateur d'un jeune, son nom, So Almami, qui avait été envoyé par le contre-amiral Fouda pour aller coucher avec les femmes des ministres, moyennant de l'argent. Quel argent ces femmes vont-elles chercher? Ou alors c'est tout simplement parce que leur mari n'arrive pas à les satisfaire, parce qu'ils sont eux-mêmes attirés par les plus jeunes, et maintenant les femmes sont délaissées. Donc, Joseph Fouda, le contre-amiral, quand je parle, rassurez-vous que votre fils de la République, Freeman, l'homme libre, a emmagasiné des preuves. So Almami est allé avoir et a eu des relations, il est allé entretenir des relations avec des femmes de personnalité. Ces personnalités sont connues. J'ai des images, j'ai des photos et j'ai des vidéos. Des ministres de notre pays, le Cameroun, des femmes des officiers supérieurs de notre pays, le Cameroun. Il s'appelle So Almami, que vous voyez en photo là, envoyé par le contre-amiral Joseph Fouda. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que la fille du président de la République, Brenda Biya, avait été ici, aux États-Unis, abusée sexuellement. Je suis allé rencontrer ses enfants à Los Angeles. Vous comprenez pourquoi est-ce que les gens qui sont autour du président ont laissé ça passer? Parce que des comportements comme ça, ils utilisent ça comme chantage auprès du président. Quand la fille du président est mentalement instable, ça les arrange parce que c'est l'argent qui sort. Et non seulement l'argent sort, il faut des personnes autour de cette fille-là pour travailler. Et ces personnes qu'on envoie travailler là-bas doivent payer pour que tu sois affecté aux côtés de Brenda Biya, aux côtés de Junior, aux côtés de ces enfants-là. Ceux qui décident de ton affectation, les Joseph Fouda à l'époque, quand il était encore aux affaires, doivent payer, doivent donner. Ou tu donnes de part ton derrière et pas ton corps, ou tu donnes de part le chantage en laissant coucher avec ta femme, ou tu dois payer beaucoup d'argent pour que tu sois affecté là-bas. Donc, le président dépense doublement. Ces éléments militaires qui sont envoyés là-bas sont eux-mêmes d'ailleurs souillés. Vous devez payer. Le président doit sortir de l'argent pour que ses enfants soient protégés. Ils doivent sortir de l'argent pour que ses enfants soient soignés parce qu'on les maintient mentalement instables pour garder le président, prisonnier d'un clan, comme le peuple camerounais est otage d'un système. Vous voyez un peu, c'est un Biya a entraîné autour de lui, il a fait, il a mis, Biya lui-même est otage d'un clan, qu'il a lui-même formé, et ce clan-là a fait de lui maintenant otage de tout ce qu'ils ont mis autour de lui, la dépravation sexuelle, l'inceste, la corruption, le mensonge, la manipulation, les viols, les abus, le satanisme, la sorcellerie, l'homophone, la sodomifion, l'homosexualité, tout. Il s'est enceinté de ces gens-là qui ont fait de lui un otage. Et lui-même, il a fait du peuple camerounais prisonnier de tout un système qu'il a mis sur pied. L'inertie, les faiblesses, le désordre sexuel, la corruption, les crimes, le cancan, la manipulation, les viols, le sodomifiant, tout ça, c'est un système que M. Biya lui-même a laissé faire au Cameroun. Il est devenu lui-même otage des gens qu'il a entraînés dans ce système-là. On est donc tous Biya otage d'un clan, les Camerounaises et les Camerounais prisonniers d'un système. Et c'est donc dans ça que Joseph Fouda et les autres ont fait de lui otage, y compris ses propres enfants. Parce que quand je quitte New York pour aller enquêter sur Brenda, personne ne m'envoie. C'est mon argent. C'est mon argent que je dépense pour y aller.
On a mis cet enfant-là dans un état second à Los Angeles avec des jeunes garçons qui ont été montés à la base, parce que ça vient de très loin, par Martin Belinga et Boutou. De façon comme ça, les enfants se retrouvent là-bas, la fille va se retrouver sous l'emprise de la drogue. On va l'abuser, plusieurs garçons vont l'abuser sexuellement. Vous avez l'impression que c'est entre les jeunes que ça se passe, mais c'est organisé et c'est calculé parce que ce sont des adultes qui ont commandité cela. N'est-ce pas? C'est la même chose qui s'est passée avec Brenda en Suisse avec sa copine. Parce que cette jeune fille qui vient publiquement, d'abord, vous raconter cette histoire. Écoutez et regardez. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas où, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre,
un truc qu'il peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Bien. Et je vais vous raconter que elle sort la nuit pour aller chercher les hommes qu'elle ne connaît pas, qu'elle a rencontrés dans les réseaux sociaux. Un bel homme, grande taille, c'était un Américain, il a fait vous pouvez. Elle vous raconte son histoire comme elle a raconté là. Elle se déplace la nuit avec un chauffeur de l'État, avec un garde du corps de l'État, un ou deux qui l'accompagnent la nuit. Alors, ces gens qui l'accompagnent là sont sous l'autorité de qui? Ils ne sont pas sous l'autorité directe de Biya. Ils sont sous l'autorité directe de la DSP et du conseiller spécial de Paul Biya. Alors, quand des comportements comme ça se répètent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des comptes rendus que vous devez envoyer au président de la République. Alors, quand j'étais ici aux États-Unis, quand elle était ici aux États-Unis, moi, je ne suis pas seulement ici pour dénoncer. Je suis là pour sensibiliser, informer, proposer et aider. Pas parce que c'est l'enfant du président. Je le fais avec vous. Je l'ai fait avec Gisèle Halima. Je l'ai fait avec Juliette et toi. J'ai écrit à son père, privé. Je lui ai dit, papa, j'ai dépensé mon argent, 15 000 $ pour prendre la vidéo que ces enfants avaient filmée. Pour qu'elle ne soit pas publique. Ils étaient 3. Je paye cet argent-là de ma poche. 15 000 $ pour récupérer cette vidéo-là, qu'elle ne soit pas publiée. Et je me rassure que ces enfants-là ne vont pas garder ça dans leur portable. J'arrive ici à la maison. J'ai fait une note. Bien évidemment, ceux qui vivent de ce système-là sont plutôt allés raconter autre chose au président. Comme Dieu est Dieu. 3 semaines plus tard, c'est le département d'État qui appelait sa maman de venir la chercher. Ici aux États-Unis. Donc la photo que vous voyez, Brenda là, c'était juste, elle venait de quitter les États-Unis, elle était avec sa maman en Suisse. J'ai dit merci Seigneur, j'ai fait ma part. Ok, ils ont voulu me salir moi. Dieu a fait la sentence, ils sont venus la prendre. Plusieurs années, vous avez donc suivi ce qui a la suite. Elle pète les plombs, elle casse les trucs dans la maison, elle fait un désordre pas possible quand elle la mange. Ça ne dérange pas son entourage, hein. Non, l'entourage du président est content quand elle est dans cette situation-là. C'est l'argent qui sort. Plus elle est dans des hôpitaux à l'extérieur, plus elle est mettue à l'extérieur, ça fait des frais d'émission, ça fait des déplacements, ça donne des avantages. Entre-temps, on tue l'enfant du président pour l'intérêt des uns et des autres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils avaient suivi ce que j'avais dit depuis les États-Unis, cet enfant-là aurait été mis sous un autre régime. On aurait posé la question, mais Nouma, la note que tu nous as envoyée là, on a pris connaissance. Mais bon, c'est important. Qu'est-ce que tu nous proposes? Monsieur le Président, bien que n'étant pas d'accord avec votre système que je condamne, voici ce que je peux vous proposer concernant la situation de notre compatriote. On en parle de la prison mentale. Parce que je trouve que pas de gens en parlent assez. Je vais vous parler, moi, de la prison de l'esprit, de la prison mentale. Donc, il y a différents moyens de garder un oiseau en cage, d'empêcher un humain d'acquérir son potentiel maximal. Le moyen dont tu empêches l'oiseau de voler, c'est en le gardant en cage. Savez-vous que il ne s'agit pas simplement de se sentir libre en tant que tel. Vous pouvez être libre en tant que tel, mais vous sentir emprisonné dans votre tête. Genre, moi je sais, parce que moi j'ai personnellement vécu ça. Il y a des situations, des gens, des environnements qui peuvent vous sentir tellement vous sentir tellement emprisonné que je vous jure, vous avez même l'impression de vouloir juste sortir et acheter du pain. Ne vous vienne pas à l'idée. Même juste l'envie de sortir, pointer son nez pour prendre l'air, ne vous vient pas à l'idée. Vous vous sentez comme un animal en cage. Vous voyez les petits
comment dire, vous voyez les petites, comment ça s'appelle, les petits rats qu'on met dans des labyrinthes à essayer de deviner la sortie du labyrinthe pour qu'ils se retrouvent en dehors. Et tous les jours, ils sont là, ils empruntent différents chemins, tout ça pour sortir du même labyrinthe. Voilà, je vous jure, on vous met dans des conditions assez mauvaises, des conditions assez toxiques, des conditions où vous vous sentez assez opprimé, assez enfermé et assez harcelé. Des conditions où vraiment on vous bousille le mental, le corps et la tête. On vous met dans cet environnement-là qui vous bousille tous les jours à petit feu. Tous les jours, vous essayez de sortir. Chaque fois, on vous met peut-être un mur ici, ou un mur là-bas, ou un mur devant, ou un mur à gauche, pendant que vous essayez tout le temps de vous en sortir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des environnements qui tuent à petit feu et qui vraiment vous emprisonnent le mental et vous faire sentir comme si vous n'êtes pas en prison alors que vous n'êtes pas en prison. Comme si vous êtes un oiseau en cage alors que vous n'êtes pas un oiseau en cage. Limite, ça vous fait bader alors que vous n'avez aucune raison de bader. Et c'est comme ça que vous savez, hein, si vous êtes dans un environnement qui est en train de vous tuer, qui est nocif, qui vous fait bader à ce point, comme un rat en cage, comme un rat dans un labyrinthe, comme un oiseau, un pigeon auquel on a coupé les ailes et qui est dans une cage comme ça, là. Fuyez, partez, courez, trouvez un autre environnement. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, mais pitié, ne restez pas là. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. On parle de beaucoup de choses dans ce monde. Personne ne parle du fait que un humain peut emprisonner un autre humain juste en emprisonnement, son mental, son esprit et ses espoirs. Et que si demain, on n'a pas besoin de vous mettre en prison ou derrière des barreaux pour vous faire vous sentir comme si vous êtes dans une prison dans laquelle vous ne pouvez pas sortir. Vous, selon les conséquences et les conséquences dans lesquelles vous vivez, vous allez commencer à vous sentir emprisonné. C'est encore pire si vous convenez, vous convainquez que vous êtes emprisonné dans votre tête. Alors là, vous allez vraiment le vivre et avoir du mal à vivre comme quelqu'un qui est en prison. Je vous jure, c'est mon expérience, je vous jure. C'est pour ça que métaphoriquement, on parle de prison dorée, une cage dorée. Genre quand tu nais, tu as tout, on te donne tout, tu as tout à porter. Mais tu te sens tellement en manque de liberté, tellement opprimé. On parle d'environnement où on ne te touche même pas, tu n'es pas incarcéré, mais dans ta tête, tu as l'impression d'être emprisonné, de faire une sentence qui dure depuis des années. Et tout ce qui suffit, c'est qu'on te prenne assez d'espoir, qu'on te mette dans un environnement assez nocif, qu'on te zigouille un peu ici, zigouille là-bas, qu'on te fait croire que tu n'as pas moyen de t'en sortir. À un moment, toi aussi, tu vas gober ça et croire que tu es emprisonné. Ça va commencer par le mental et dans ta tête, tout en suivi, ton corps, comment tu vis ta vie de tous les jours, tu vas commencer à vivre comme un prisonnier, voilà, je vous jure. C'est aussi simple que ça. Donc aussi, faut pas se mettre en prison mentalement, même si parfois c'est l'environnement et les gens autour et les conditions dans lesquelles tu vis qui veut te mettre en prison. Parce que je vous jure, du moment où les gens veulent te mettre dans une prison métaphorique, que toi-même tu entres dans leur jeu, tu vas passer ta vie dans cette prison métaphorique et tu ne vas plus jamais en sortir. Et là, c'est comme ça que tu vas voir ta vie passer, défiler, passer, te filer. À 40 ans, tu vas te rendre compte que tu as vécu 15 ans dans une cage. C'est comme ça que tu veux vivre ta vie. Donc si ça c'est ton signe, je m'en fous si tu vis chez tes parents, t'es pas content et tu as les moyens, quitte si tu as les moyens de prendre soin de toi-même. Tu es dans un endroit où on s'occupe mal de toi, on te bat, on t'opprime, quitte si tu ne te sens pas bien là-bas. Mais de grâce, ne laisse pas ta vie te passer devant tes yeux, juste pour que tu restes assis dans une prison métaphorique, mentale et spirituelle dans laquelle les gens veulent que tu restes, alors que c'est ta vie, tu es libre comme l'air et tu peux faire ce que tu veux en gros. J'aurais fait quelque chose, j'aurais proposé quelque chose. Malheureusement, personne ne peut laisser de telles propositions passer. Parce que proposer quelque chose venant de Patrice Nouma va dire que non, ce garçon-là, il est trop sensé. Il a le sens dans la tête. You know? Il va nous enlever le marché au pied. Donc nous, on est ici en Suisse, on est aux États-Unis parce que Bruxelles est malade, nous sommes en mission, nous on vit, on préfère même que ça s'aggrave. Malheureusement, ce n'est pas seulement elle, c'est toute une société qui s'engage. Alors tout récemment, ça s'est aggravé. Elle vous a montré qu'elle va chercher des clients dans les réseaux sociaux. Elle n'a pas la chance avec les hommes.
Bon, maintenant, il faut aller avec des femmes. Elle est donc allée également avec des femmes. Tout ça, ça relève toujours la dépravation sexuelle qui est déjà imposée par ceux qui l'entourent, en commençant de l'autre côté, au Cameroun. Donc, il faut la maintenir la tête sous l'eau dans ces comportements-là. On la livre à la presse internationale. Il fallait faire la promotion des Jeux Olympiques en France. Promotion des sodomifiants. Il fallait donc automatiquement, pour que son père soit présent, il fallait livrer la fille. Au Cameroun, King Nasty a fait son coming out, c'est-à-dire qu'elle a déclaré son homosexualité de manière publique. King Nasty, c'est le nom d'artiste de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. Et ce dimanche, la jeune femme âgée de 26 ans et qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne. Polycarpe Essomba, bonjour. Bonjour. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi. Effectivement, sur la photo, les deux jeunes femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya, malgré ses lunettes de soleil. Le baiser avec sa compagne est loin d'être fin, et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse. « Je suis folle de toi, et je veux que tout le monde le sache ». La section commentaires en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile, et parmi les multiples réactions, celle remarquée de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT+ camerounaise, qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique. Elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Biya pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, journaliste et lanceur d'alerte, interpelle les autorités dans un tweet. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison ferme la pratique de l'homosexualité dans le pays. Merci beaucoup, Polycarpe Essomba. Pour que les autres qui ont invité son père les invitent, ça permet plusieurs choses. Livrer la fille à cette organisation, cette communauté de LGB aux sodomifiants. En même temps, ça permet à ces gens-là de venir en mission à l'extérieur, sortir avec l'argent pour venir garder. Ça permet que le papa soit exposé sous la pluie, vraiment malade. Un vieux de son âge se retrouve donc sous la pluie. Ça se passe devant vous. Elle embrasse sa femme devant vous. Ce ne sont pas nos valeurs. C'est condamné au Cameroun. Elle dit des choses. Tout ça, ça fait partie de ce que vous voyez Balthazar faire de notre côté. Mais chez nous, à l'échelle supérieure, à la présidence, instrumentalisé, organisé par des hommes de la République qui gouvernent notre pays. Et on met sa maman dans le game. Sa maman doit aller voir sa fille qui est avec sa copine. Elle prend l'avion. Elle arrive au Cameroun avec sa concubine. Les frais de l'État, payés par vous, Camerounaises et Camerounais, payés par nos frères. Elle dit qu'elle est allée plusieurs fois au Cameroun avec sa copine, son épouse, ainsi de suite. Elle croyait que c'était une histoire sérieuse. Donc, tout ça, c'est entretenu. Nous n'en parlons pas pour tirer des conséquences et sensibiliser nos enfants. Mais nous parlons tout simplement parce que, il faut faire le buzz. C'est moi qui ai publié, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit ça. Alors que c'est un problème très très sérieux. Le président du Cameroun est encerclé par ces comportements-là. Donc, il ne peut pas en sortir aussi longtemps que le régime ne changera pas. Personne. Vous allez comprendre, le mal est très très profond. Est-ce que ça commence avec Brenda? Ça ne commence pas avec Brenda. Ça commence aussi avec son grand frère. Oui, Franck Biya. Souvenez-vous que ce comportement. Franck Biya, qui prend la femme de son propre frère, Bonivan Vonde-Assam, mariée légalement à son épouse. Franck Biya, le fils de Paul Biya, pousse cette femme-là à divorcer. Elle divorce. Il épouse la même femme de son frère. Ça veut dire qu'ils entretenaient déjà des relations bien avant même qu'elle soit divorcée. Dans la même famille, dans la même maison, les enfants d'un même président, ça fait l'inceste, ça fait désordre, ça fait dépravation sexuelle. Balthazar, à côté, c'est une fourmi. Balthazar, à côté,
C'est une fourmi. Parce que en Guinée équatoriale, il y a un gars là-bas qu'on appelle Teodorino, le fils du président, qui aime les femmes. Parce qu'on n'a pas encore vu avec les hommes, ce n'est pas son deal. Mais il n'a pas encore atteint le niveau du Cameroun. Il n'a pas encore atteint le niveau de Balthazar, c'est-à-dire que les photos comme ça en désordre. Non, on peut tout reprocher à Teodorino. Ce côté-là, on le reconnaît comme étant un enfant très discipliné, très respectueux. Il peut être quelqu'un qui dépense comme ça, de façon désordonnée, mais il est très respectueux d'un certain nombre de comportements. Il ne fait pas n'importe quoi en matière de femmes, en tout cas. On n'a pas encore vu, jusqu'à présent. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal.